rends vraiment compte que le facteur limitant de n'importe quelle boîte, c'est pas le CRM, c'est pas vos sales, c'est pas les scripts, c'est pas les clients, c'est pas le contexte économique, c'est pas votre site internet, c'est le dirigeant et c'est son propre plafond de verre et les œillères qu'il peut avoir. Tu as beaucoup de cash, tu vas pouvoir peut-être aller vite, tester plein de choses. Tu en as très peu, il faut devenir créatif. Pour moi, il n'y a pas de scénario idéal. Et puis même de vendre une boîte ou de l'arrêter ou même d'avoir un dépôt de bilan ou quoi que ce soit, c'est une expérience qui te rend plus fort et là-dessus, tu peux construire de nouvelles bases. Et la fameuse phrase de je préfère échouer dans un truc qui me plaît que échouer dans un truc qui me plaît pas. Du coup, c'est bon. T'as vendu Flying Saucer. C'est vendu, c'est bon. Ok, bah salut Adrien. Salut, tu vas bien? Ça va, je suis content que tu viennes nous annoncer cette nouvelle en live. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas eu la chance de voir nos petites interviews cachées, euh, où tu étais d'ailleurs sur une terrasse. T'étais où déjà quand on a parlé à Seattle? Ouais, j'étais à Seattle, ouais, juste à côté de Seattle, ouais, sur un beau golf avec des beaux séquoias en arrière. On était pas mal. T'avais ta belle casquette. Ouais, toujours, non, ça mes notes là, Colorado, ça là, C'est celle-là. Le mec, il a les casquettes de tous les États. Attends, tu peux c'est pas. ça, Il faut choisir exactement, ton équipe. exactement. Donc un Ouais, vrai Américain, un vrai Franco-Américain. Bon, pour ceux qui te connaissent pas, fondateur de Flying Saucer, mhm, maintenant ancien patron, t'as du coup donné ton bébé, t'as passé cette étape. Tu nous raconteras comment ça s'est passé. mhm. On a dit aujourd'hui que, oui, que tu nous racontes un peu ton parcours, parce que tu es notre premier voilà, vendeur, donc c'est hyper intéressant de voir comment tu en es arrivé là avant et ce que tu vas faire après, puis surtout comment c'était un petit peu ce parcours. J'aime bien parce que moi je parle toujours du côté très, voilà, la boîte elle est organisée, comment tu gères tes process, et toi tu es, non mais Théo, c'est pas ça le plus important, c'est là-dedans que ça se passe, et toi tu es bon là-dedans, donc ça m'intéresserait que tu nous racontes. C'est vrai que j'ai l'impression que c'était hyper surpris quand tu as ouvert un peu le capot de la boîte et que tu as vu l'organisation, les Notion, les Airtable, etc. Pour moi, tu vois, enfin voilà, je pensais que c'était un peu la norme, mais toi, ça t'a surpris tout de suite? Ah ben je te confirme que enfin ça m'a fait plaisir. C'était malheureusement les agences tu ouvres le capot, tu refermes vite quoi. Non, non, vous êtes très carré, peut-être on pourra partager l'écran, on pourra montrer des screenshots, mais bien organisé. D'où ça t'est venu? Bah du coup donc, toi qui étais aux États-Unis souvent, tu viens d'où? T'as vécu où? C'est quoi un petit peu ton parcours avant d'arriver du coup à Flying Saucer? On en parlera, ton agence de design. Ouais, carrément. Moi, je suis un designer de formation. À la base, j'ai fait mes études à Bordeaux, Paris, ensuite Barcelone, ensuite Paris. En tant que designer, j'étais à fond design et j'étais vraiment un geek aussi à côté. Donc, je codais. C'était il y a, tu vois, 15 ans, plus de 15 ans maintenant. Donc, on était au début de, le digital était là, mais si tu veux, c'était encore les agences de pub avaient un département digital. C'était pas quelque chose de 360 mélangé à tout. Donc, il y avait aussi une grosse séparation entre les designers et les développeurs. Et si tu veux, moi, j'ai pu faire en fait mon nid parce que je savais coder et designer. Et ça n'existait pas comme profil. Ce qui m'a Ouais. pas, ce qui m'a permis de partir à New York chez Moser, une énorme boîte de pub et de communication. Quelle Et année? je sais plus, ça fait 15 ans, quelque chose comme ça, ouais. Ok, parce que tu sais ce que je viens de retrouver? Je t'ai dit la première fois qu'on s'est parlé, je savais qu'on se connaissait d'une époque, donc je viens de taper là ton nom dans mes mails. J'ai un mail de Cora, le site Cora de questions-réponses. Ouais. 16 septembre 2023, Adrien Colombier a commencé à vous suivre sur Cora. Tu vois, 2023 ou 2013? pardon, 2013. Ouais. 2013. Non Donc mais, tu as 10 ans, 10, 11 ans, et ça doit être dans cette période. Et encore, je crois que j'étais déjà t'étais déjà à New York apparemment. New ouais, York, Paris. Ah non, t'étais un peu partout toi. Ok. ouais, j'ai un peu alterné. Après, je suis parti New York, j'ai fait un tour du monde en sac à dos. Ça, c'était la fin de ma vie en tant que salarié. Je suis Ok. remonté, je suis rentré à Montréal pendant quelques temps, le temps d'avoir un nouveau visa américain. C'est là que j'ai commencé en freelance, travailler pour des startups. J'étais déjà mentor à Techstars et des accélérateurs comme ça. Et là, j'ai commencé vraiment à accélérer. Il fallait que je paye mon visa tout simplement. Donc, j'ai mis un peu les watts pour rentrer des clients. Ça a pu financer mon avocat pour rentrer à New York et puis commencer à vivre, tu vois, prendre un appart, etc. Il y a eu un effet boule de neige. En 6 mois, on était déjà à 5 personnes parce que ça a cartonné.
Et si tu veux, le positionnement qui était très particulier, agence, mais pour start-up uniquement, ça n'existait pas, Ok, et complètement remote, complètement télétravail, il y a 9 ans. Donc, ouais. ça, c'est il y a 9 ans. Tu vois, c'était le début de WeWork à New York. En fait, les startups n'avaient pas de bureau ou des bureaux pourris, donc ça les arrangeait bien que tu te déplaces pas ou pas venir. Et puis, avec des budgets limités, donc être une agence remote, les Américains ils font tout de suite le calcul dans leur tête, ils savent que ça va leur coûter moins cher. Et comme j'étais remote, je peux avoir les meilleurs talents du monde entier sans payer forcément le fee américain, le TGM américain, donc je peux avoir de la très bonne qualité avec des tarifs plus bas pour les clients. Ça, c'est intéressant parce que du coup, tu avais un espèce de modèle hybride quasiment proche de ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler un collectif de freelance, mais toi, tu avais quand même une agence avec un cœur de personnes qui étaient. Enfin, non, en fait, vous étiez que deux vraiment dans l'agence et le reste, c'était que des freelances ou c'était quoi le modèle? C'était. Non, on est monté jusqu'à 5, 6 full-time, voire 7 Ok, full-time. Donc, ok. ouais, avec 2 sales, 5 chefs de projet, une CTO, donc tu vois 6, 7, je sais pas. Et puis après, le reste. Mais si tu veux, c'était hybride dans le sens où beaucoup des membres, enfin, ça a été toujours ma philosophie, c'est de les staffer un maximum. Qu'on soit leur client quasi exclusif. Donc ça c'était important, ben voilà pour qu'on ait la priorité et qu'il n'y ait jamais de ah ben là j'ai pas le temps, j'ai un autre client. C'est on était le plus gros client et surtout on payait très bien, on paye très bien les free et les chefs de projet etc. Voilà et ça permet cette flexibilité et puis dans la culture de la boîte pas d'horaire. Donc en fait il fallait livrer de la qualité en temps et en heure mais après tu te débrouilles. Tu payais au J'ai projet du coup? Non pas forcément. Ok. Pas forcément, c'est pas grave. Tu vois, en fait, j'ai une vision long-termiste, donc tu lisses. Bah oui, il y a des moments où bah, tu as un peu moins de boulot, il y a des moments où tu as plus de boulot, et voilà, tu acceptes les deux, et finalement, tu marches plus à la confiance. J'ai notamment une directrice de création qui a voyagé, elle a fait le tour de l'Europe. Elle était de Mexico, elle a fait le tour de l'Europe pendant qu'elle bossait pour nous. Alors, pas au même rythme que quand tu es en vacances, mais bon, c'était une expérience géniale pour elle, quoi. Donc voilà, il y a plein de belles histoires comme ça. Un mec qui a pu partir du Venezuela, un contexte politique hyper compliqué, et partir en Espagne grâce à ça, puisque du coup, il travaillait pour nous, on continue de le payer, ça lui a financé ce voyage-là et ce déménagement-là. Donc il y a plein d'histoires comme ça de gens qui ont pu aussi changer de vie grâce à ce modèle-là, qui était à l'époque, c'est un peu plus Ouais, courant maintenant, mais à l'époque complètement novateur. On parle de pas de Slack, tu vois, c'était que de l'email, à la limite du Google Chat, mais pas Slack, pas tous ces outils. C'était le tout début d'Asana. Il n'y avait pas de trucs du genre InVision, etc. pour les feedbacks. Enfin voilà, il fallait tout inventer dans ce modèle et ça c'est aussi Anaïs qui a pu, tu vois, toutes les semaines on testait des nouveaux outils, puis on changeait. On était en perpétuel test et exploration de la bonne manière de travailler ensemble. Et ça a créé aussi une culture très très forte. Moi, c'est ma plus grosse fierté dans cette agence, c'est que durant les vacances, donc les gens de différents pays voyageaient pour se rencontrer, passer des vacances ensemble, du coup, aller au Mexique, aller à New York, aller en France. Ça, en plus des voyages que j'organisais pour qu'on se rencontre, la culture était hyper forte, malgré une boîte complètement remote. Donc ça, c'est ouais. vraiment... Mais c'est vrai qu'on a du mal à se rappeler qu'à l'époque c'était compliqué d'être remote. Aujourd'hui c'est la norme. Après, du coup, t'as quand même deux choses qui sont intéressantes dans ce que tu dis au niveau des problématiques classiques d'une agence, c'est faire de la marge et réussir à être flexible en termes de si t'as plus de demandes, si t'as plus de clients, comment tu fais. Ouais, Il y en a beaucoup, moi le premier qui, dès que ça commence à marcher, veulent aller hyper vite, hyper fort. Et donc tu te dis, ok, aujourd'hui je suis à 5 clients, donc du coup je vais être à 20 après. Donc tu commences à recruter pour le futur au lieu de recruter pour le présent. J'en connais plein qui ont regretté. Toi, quand tu es monté à 5 6 personnes internes, est-ce que tu es allé trop vite? Est-ce que tu as eu cette tentation? Ou est-ce que tu as toujours eu ce côté, ouais. ce côté hybride suffisait? C'est toujours Euh, un challenge. Si tu es en bas de la marche, en haut de la marche, c'est pas le même confort. hmm, Les stratégies qui a le mieux marché pour moi, c'était donc on avait notre équipe cœur qu'on staffait un maximum et ensuite on avait un pool. On appelait ça les Flying Saucer Friends. Si tu veux, c'était un pool où dès que la workload dépassait un certain seuil, boum, on basculait sur ces gens qui étaient du coup moins staffés, qui étaient plus ponctuels, mais qui avaient déjà été onboardés, qui connaissaient l'agence, qui connaissaient l'équipe.
et qui venaient ponctuellement pour pouvoir soutenir l'équipe quand la charge devenait trop importante. Ça a vraiment bien marché pour contrer l'effet Dancy. Et puis bon, aussi, on a eu la chance d'être en expansion jusqu'au Covid. Ça a été expansion permanente. Donc finalement, on n'a jamais eu ce problème de ah, on a recruté et là, ça diminue beaucoup parce que c'était toujours plus, toujours plus, quoi. Vous êtes monté à combien au top les plus belles années? Tu vois, en fin du mois, à payer 35 personnes. Ouais, ça a été les dernières post-Covid, pas pendant le Covid, mais après Covid, et les deux années, l'année ou les deux années avant le Covid, ouais, c'était entre 30 et 40 personnes par mois à régler, quoi. Donc, tu vois, avec différents formats, certains au projet, certains quasiment full-time, certains full-time, etc. Si c'est pas indiscret en CA, t'es obligé de partager, mais En CA, c'est une boîte, ça dépend on des va années. savoir, on va savoir des chiffres, nous. En CA, c'est une boîte qui pouvait monter à plus d'1 million de CA annuel. Ok, avant le Covid. Parce que justement, nous, on a fait un dossier ensemble et j'ai les stats des dernières années, mais je t'avais même pas posé la question des plus belles années. Ok, Ouais. c'est beau. Le Covid, ça a clairement mis un ralentissement. Alors, c'était intéressant, c'est que ça a ralenti en termes de CA, ça a augmenté en termes de marge. Pourquoi? Parce que finalement, on a utilisé le Covid, on a rebondi. On parlait tout à l'heure des conférences, etc., la capacité de rebondir en temps de crise. Là, ce format d'entreprise permet de rebondir aussi euh, plus facilement. Et on en a profité pour, avec Anaïs, revoir tous les process, revoir toute la méthodo. Le résultat de ça a été une diminution du CA avec le Covid, mais par contre une augmentation de la marge, puisqu'on a pu vraiment tout optimiser et de la qualité aussi. Donc finalement, le Covid nous a beaucoup servi sur l'évolution de la boîte puisqu'on parle de la vente aujourd'hui, de permettre de la vendre, parce que même si le CA sur les dernières années était un peu plus modeste, on avait une marge nette qui était très belle et qui rend le produit attractif, quoi. Et est-ce que tu penses que au niveau de chiffre d'affaires et d'activité que vous aviez avant, c'était juste trop pour pouvoir réorganiser comme ça? Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a une Non, espèce de taille critique où au bout d'un moment c'est tu juste crées trop de complexité? on était dans le Ok. run, tu sais, en croissance, tout va bien, etc. Il faut de la crise pour te remettre en question. Donc Covid, diminution de la charge de travail, crise, tout ça à la maison. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se morfond, soit on se met dans quelque chose de positif et on rebondit. On se dit ok, comment on saisit cette opportunité pour la reprise? Et finalement, on a réussi à limiter la casse durant le Covid et quand c'est reparti, on était tellement prêt et tellement optimisé qu'on s'est gavé, quoi. Et justement, qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as optimisé pour limiter la casse? Ouais, tout ce que tu as vu, les process, d'être beaucoup plus Ok. précis. On a packagé tous nos produits. Ça a été un énorme changement. Donc, des cycles de vente beaucoup plus courts, clarté sur combien vous payez, ce que vous allez recevoir. Donc, la satisfaction client aussi plus forte. Donc, plus de referrals. Ouais, c'est vraiment un cercle vertueux. T'améliores chaque point de l'expérience client et aussi de l'expérience de l'équipe. Et Ouais. finalement, ça permet de tout améliorer. Et tu augmentes les prix, ça coûte moins cher à produire, la qualité est encore plus là, donc c'est top, quoi. C'est à ce moment-là que tu t'es vraiment productisé, niché, où tu as dit c'est ça les packages et on accepte de pas sortir de ça. C'est ça. Bah, ça nous a pas empêché après on a créé un peu des squads à l'intérieur de l'agence avec une squad vraiment dev. C'était aussi l'arrivée de Webflow. On a fait une transition Webflow très tôt. Donc on avait une team, une squad dev qui était avec Anaïs comme lead. On avait aussi une squad prod parce qu'on avait des gros clients comme Gemini, le plus gros crypto wallet aux US, ou Cheers en France, où il fallait créer des milliers, voire des dizaines de milliers d'assets par mois. Et j'exagère pas parce que tu vois, Gemini, c'était plus d'1 million d'euros, de dollars de médias par mois. Donc, tous les formats de bannières au monde que tu peux imaginer. Et puis, tu vois, pour avoir la diversité dans les assets. Puis il n'y avait pas l'IA à l'époque. Il n'y avait pas l'IA à l'époque, et puis même avec l'IA, voilà, t'arrives à un certain niveau aussi où là, il faut quelqu'un derrière. Donc là, la squad, et puis une squad qui est devenue une agence complètement indépendante, Luxe, Maison Biel, qui travaille avec des clients toujours entre Genève et New York. Et Maison Biel tourne toujours. Moi, je fais juste partie du board. Ok. Hyper intéressant, du coup, la version, moi, de la boîte que j'ai vue, elle a été créée par la douleur. Oui, vous avez été obligé de
vous calmer sur la croissance, poser et dire, OK, maintenant c'est bien, mais comment on gagne de l'argent, comment C'est on toujours fait par la ci, douleur. C'est là où que t'as pas le on choix. souffre, on devient expert, hein, tu vois. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ouais, à l'inverse de peut-être beaucoup de startups, donc peut-être tes clients, tu as peut-être dû voir ça, ou quand tu as beaucoup d'argent dans ton compte en banque, peut-être que tu es moins regardant sur ta prise de décision et tu vas peut-être faire plein de maybe et tu te concentres pas sur l'essentiel parce que t'es pas obligé. En fait, tu as toute situation, tu as des avantages, des inconvénients. Tu as beaucoup de cash, tu vas pouvoir peut-être aller vite, tester plein de choses. Tu en as très peu, bah, il faut devenir créatif. Pour moi, il n'y a pas de scénario idéal. Il y a ce que tu as fait, ce que tu en fais, ta capacité de rebondir. Et chaque situation, bah, à toi d'en tirer quelque chose de positif et d'en faire quelque chose. Donc voilà, il faut prendre ce qui vient et en tirer le meilleur. C'est tout ce que tu peux faire au final. Oui, et puis après, ça dépend aussi de ta personnalité. Il y en a qui sont OK pour tenter l'aventure startup, VC, gros investissement, et c'est 0 à 1 milliard. D'autres, peut-être comme toi et moi, qui sommes plus dans le côté bootstrap. Si on fait des agences, je pense que c'est que on aime se dire que quand on met un, on veut deux, et que même si on veut que ça aille vite, ben, on veut que ce soit auto-généré. Mhm. Chacun son mode. Après, il faut que ça aille avec la personnalité. Ouais, complètement. Et je vais pas cracher sur les VC, mais moi j'ai investi aussi dans des startups en tant qu'angel, etc. Donc je pense qu'il y a encore une fois des avantages, des inconvénients. Ça dépend aussi le type de startup que tu as, B2B, B2C, si c'est du SaaS ou pas, du service, si c'est un hybride. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse automatique. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être acteur de ses choix, pas se faire des choix par défaut qu'on peut regretter ensuite. C'est se poser les questions, comprendre les avantages et les inconvénients, ensuite faire un choix en état d'âme et puis avancer là-dessus, quoi. Tiens, en parlant de choix, depuis tout à l'heure, je me pose la question, tu me parlais de ton visa, vivre aux États-Unis, t'es un Français, t'es à New York. Comment tu fais pour réussir à monter une boîte aux États-Unis, être autorisé à rester, et c'est comment la vie à New York? Comme Justin Bieber. Je te dis ça parce que là, donc j'avais un Tu joues de la visa guitare? presque, j'avais un visa O1, c'est un visa d'artiste. En fait, quand j'étais à Mother, j'ai fait des sites digitaux avec eu plein d'awards et des publications dans le New York Times, etc. Et donc, mon avocat a monté un visa d'artiste, ça s'appelle un O1, où tu dois montrer avec des publications que tu viens avec une compétence particulière qui n'existe pas et Non. donc qui est reconnue. Et donc, que tu ne piques pas la place de quelqu'un d'autre. C'est ça la philosophie des États-Unis, c'est montrer que tu ne piques pas la place de quelqu'un d'autre ou que tu viens avec beaucoup d'argent. C'est l'autre Ouais, manière. investor visa sinon. Voilà, exactement. Et donc j'avais un avocat, j'avais des articles, etc. Donc ça a pu bien marcher. Et je te dis Justin Bieber parce au Customs, le mec une fois qu'il checkait mon visa dans mon passeport, il était surpris, il me dit oh un O1, c'est le nom du visa. La dernière fois que j'ai eu un O1, c'était Justin Bieber. Et il m'a dit toi tu fais quoi? Il a été hyper déçu parce que tu vois il s'attendait à ce que je chante un truc. Il fait non je fais des sites internet. Il était hyper déçu. Il devait dire, ouais, tu rentres en France, on en a assez. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Bon, parlons de choix. Ok, donc c'est comme ça que tu étais là-bas. Maintenant, parlons de la vente. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu fais ça, ça cartonne, après tu as le Covid. Enfin, je sais pas si c'était le Covid, mais le Covid arrive, faut restructurer la boîte. Tu retombes à une taille où j'ai l'impression aussi que tu as vachement optimisé ton temps de travail. C'était beaucoup mieux structuré. Qu'est-ce qui fait que là, en 2024, ça y est, tu as décidé de passer à autre chose? Ouais. Si tu veux, moi, le boulot, l'entrepreneuriat, ça a toujours été pour moi un vecteur d'épanouissement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que c'est un outil pour vivre, explorer, tester des choses. Et pas du tout une tour d'ivoire ou une cage dorée. En fait, au niveau post-Covid, tu vois, je gérais la boîte en une journée par semaine à peu près. Ça m'a permis de rénover un immeuble au milieu des Alpes dans les montagnes, un vieil immeuble de 100 ans. Ça m'a permis de faire du parapente, ça m'a permis de faire la X-Alpes, une course en parapente à travers les Alpes. Ça m'a permis de partir 6 mois en voyage en famille avec mon fils et ma femme. Ça m'a permis de faire une certification de prof de yoga. Tu vois, ça m'a permis de faire plein de choses. Et ça allait pendant un moment. Et puis, petit à petit, il me manquait, tous ces projets un peu à côté étaient très fun, ils sont très fun, mais il me manquait quelque chose d'un peu plus profond de construction, aussi d'apport à ma communauté, mon entourage, ma famille, etc. Et j'ai résisté ou j'ai eu du mal à faire cette transition en fait, parce que bah, j'avais
une boîte qui tournait, du temps libre, en bon salaire, etc. Donc sur le papier, tout était parfait, mais ça me nourrissait pas assez. Et en fait, en fin janvier, je me suis cassé une vertèbre en parapente. J'ai atterri dans une voiture. La voiture va bien. Et voilà, ça a été le déclic. Si tu veux, j'étais allongé sur le parking en PLS et je me suis dit, putain, c'est bon, allez, je vends, je passe à autre chose. Et là, quand tu as pris la décision, un peu tout s'est fait assez rapidement. C'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a échangé, enfin, c'est re-rencontrés et qu'on a échangé. Et puis surtout, j'ai réussi à définir une vision claire de l'après, ce qui, je pense, est la condition sine qua non pour pouvoir vendre et même être bien dans son business, c'est-à-dire pas gérer son business par peur de manquer, peur de foirer, peur de qu'est-ce que je fais si ça marche pas. Mais je pense que c'est une super stratégie très saine d'à côté avoir d'autres visions, d'autres choses qui te font envie, d'autres projets. Et effectivement, si ça foire, ça foire. Mais j'ai d'autres options et d'autres envies. Et ça te permet d'être dans une gestion de ta boîte qui est basée par l'envie, nourrie par l'envie plutôt que la peur. Et une fois que j'ai eu cette vision très claire et des envies très fortes, ben en fait, c'est devenu très facile de lâcher ça, de lâcher le bébé, parce que j'avais plus envie d'aller vers ces nouvelles choses que de m'accrocher à des anciens projets. Ok, donc si je comprends bien, quand tu sens que tu as moins envie de faire ton projet actuel, quand tu te lèves le matin et que tu n'es plus aussi motivé qu'avant, c'est un signe. Mais pour vraiment passer le pas, il faut faire ce travail d'introspection, de dire, ok, c'est Ouais. quoi après? Si tu sais pas ce qu'il y a après, comme tu dis, tu es dans la peur de dire, ah, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, mais faut prendre ce recul. Ouais, c'est ça, c'est ce recul. Et ça veut pas dire tout changer, mais ça veut sûrement dire faire des ajustements. Ça peut être des micro-changements, hein. Finalement, tu évolues dans ta vie. Ce qui te nourrit, ce qui te donne l'énergie le matin, comme tu dis, c'est l'alignement avec tes valeurs intrinsèques. Donc, si tes valeurs, alors je parle de moi, mes valeurs, c'est l'apprentissage, l'aventure, l'exploration et le partage, d'accord, de connaissances. Alors c'était très bien, tu vois très vite comment lancer une agence aux États-Unis, c'est une aventure, c'est d'apprentissage et de partage de connaissances. Tu vois, ça marche parfaitement. Mais au bout de 9 ans, est-ce que Mhm. c'est toujours une aventure? Est-ce que tu es toujours dans l'apprentissage de nouvelles connaissances, etc. Et puis j'étais en remote, ça aussi, je m'étais assez isolé, alors que j'aime partager des moments et des expériences. Et donc, en fait, c'était plus aligné avec mes valeurs. Alors, j'aurais pu faire des changements pour changer ça. Moi, je suis radical un peu plus comme garçon, donc je préférais arrêter et passer à autre chose. Mais en fait, cet audit, il faut le faire en permanence. Pourquoi je fais ces choix? Pourquoi je prends ce projet? Pourquoi je développe ce nouveau département? Pourquoi je vais dans tel sens? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Est-ce que c'est aligné avec ce que j'ai envie de vivre? Et si c'est pas aligné, tu vas t'en mordre les doigts forcément et tu auras un manque d'énergie parce que cette énergie, elle vient de l'alignement de ces valeurs internes. Tu fais un peu des exercices comme ça pour poser ces questions. Est-ce que tu as, je sais pas, des livres que tu as lus, des choses qui t'ont. Comment tu as appris ça? Parce que c'est pas Si intéressant. tu veux, une grosse partie, donc je te disais en yoga que j'ai beaucoup exploré, mais après je me Ok. suis aussi intéressé au coaching d'entrepreneurs, de dirigeants. J'étais formé en PNL, j'étais formé en hypnose aussi ericksonienne. Donc j'ai vraiment exploré tout ça et ça m'a permis de mettre en place des pratiques, des protocoles, des questions que maintenant j'utilise pour accompagner des dirigeants et des entrepreneurs. Mais le premier client, ça a été moi-même, si tu veux. Et donc, je parle à des dirigeants qui ont vécu et qui vivent ce que j'ai vécu. Tu le disais tout à l'heure, on devient expert là où on a souffert. Moi, j'ai souffert dans cette transition, dans ces changements. Comme j'ai souffert, j'ai mis en place des choses et j'ai trouvé et pris des connaissances. Et maintenant, j'ai envie de les partager. C'est pour ça que j'accompagne les dirigeants avec des conférences ou en accompagnement individuel. Ok. Et toi, du coup, tu as eu ce moment de clarté en janvier. Tu as réussi à avoir une vision Ouais, et tu as dit je le fais. Après, ça doit quand même faire un peu peur parce que tu pars de ta boîte, c'est ton identité, c'est ton bébé. Tu vois, tu es un peu un CEO, un peu, voilà, les gens, ils te respectent ouais, sur LinkedIn, etc. Et tu ouais. pars, même si tu prends un chèque, tu repars à zéro quand même. Et c'est dur de monter une boîte déjà une fois. Comment enfin, comment t'as vécu ça et comment t'as fait pour passer le cap? C'est vraiment l'enthousiasme, l'envie de cette nouvelle vision, de cette nouvelle mission.
Ok, mais donc ça c'est fait pas un arrêt, c'est pas une fin, c'est un nouveau départ. oui, c'est même pas c'est la continuité. C'est la continuité. Et puis après, ben, il y a plein d'exercices pour changer pour être, pour lâcher ces peurs-là, si tu veux, mais ça génère plein de peurs. Mais c'est très bien. En fait, le fait que ça génère des peurs, ça veut dire que tu es en croissance. Donc, tu vas aller confronter à ta peur du manque, tu vas aller confronter à ta peur de, je sais pas, toutes les peurs que ça peut générer, tu vois, de changer de situation, déjà d'évoluer, de lâcher quelque chose, et puis alors tu recommences pas vraiment à zéro. On peut se raconter cette histoire, mais non, tu Mhm. recommences avec toutes ces expériences. Et puis même de vendre une boîte ou de l'arrêter, ou même d'avoir un dépôt de bilan ou quoi que ce soit, c'est une expérience qui te rend plus fort et là-dessus tu peux construire de nouvelles bases. Mais dans tous les cas, faire ça, si tu veux, c'est 10 000 fois moins risqué pour toi et ta santé et ta vie que de Tout à fait. continuer dans un truc qui te plaît pas. Il y a la fameuse phrase de je préfère échouer dans un truc qui me plaît que échouer dans un truc qui me plaît pas. Dans tous les cas, il y a le risque d'échouer. Il faut se dire, ma boîte, j'aurais pu la planter. Et très certainement, si je continuais dans une boîte qui était plus alignée avec ce que je voulais vivre, Bien très sûr. certainement, je l'aurais planté parce que je me serais saboté. Donc, quitte à échouer, autant échouer en faisant un truc qui me nourrit et dans lequel je me marre tous les jours. Et franchement, il y a pas de risque. Ça, c'est ma croyance à moi. Quand tu te marres, quand tu es vraiment aligné avec ce que tu fais, bah, ça marche. J'ai vécu avec l'agence et je suis en train de le vivre cette année. Tu vois, chaque semaine, c'est des opportunités qui arrivent toutes seules, juste parce que je me marre et que c'est aligné et que les gens le sentent, cette énergie-là, et du coup, ils ont envie de bosser avec toi, tout simplement. Et pourtant, tu m'as dit quand même que pendant le cycle de vente, tu as eu des allers-retours avec toi-même et des moments de doute, c'était pas si facile. Du coup, là, on est en. T'as vendu il y a pas très longtemps, ça a mis quand même un petit peu de temps. Ça a mis un petit peu Non, de temps. Qu'est-ce qui c'est un s'est passé processus. dans ta tête et à partir du moment. Ouais, C'est un comment ça s'est. processus. Au début, bah, tu vois, suite à l'accident, j'étais très à l'aise à laisser partir en avance. Et finalement, quand j'ai été confronté, là, quand on a eu un premier acheteur ensemble, bah, tu vois, j'ai un peu disparu des radars pendant 2 semaines. Et en fait, plus ça devenait concret, tu sais, en parapente, au décollage, je prends des gens en biplace. Et on a le même phénomène, parce que donc c'est une pente comme ça qui devient de plus en plus raide. Et au début, les gens courent à fond, et puis ils avancent vers et ils mettent les pieds en avant, tu vois, on appelle un refus à la pente. Ok. Et c'est un peu ça, c'est wow, on est parti, wow, 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 attendez, attendez, je suis pas prêt. Et il a fallu faire un travail de dire, attends, tu vois, rassure-toi, tu sais, ça crée beaucoup d'angoisse. Attends, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment, pourquoi je vends Mais ça? là, Ça c'est pareil, c'est la peur du vide finalement. Tout à l'heure, tu parlais de différentes peurs. La peur. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la peur du vide. D'un coup, tu perds. T'as plus, entre guillemets, t'as rien. Enfin, tu restes, comme tu dis, tu gardes tes expériences. Mais globalement, être pas, chef d'entreprise, c'est des responsabilités, du stress, des problèmes, un statut social, des revenus. Tout ça, c'est des choses que d'un coup, tu te lèves le matin, t'as personne qui va te dire de te lever ou qui va te donner un problème ou quoi faire. C'est ça, et puis tu t'identifies à ta boîte. C'est ta boîte, c'est toi, c'est ton identité. Donc la question, c'est maintenant que j'ai vendu qui je suis. Et je pense que tant que tu n'as pas répondu à cette question, tu n'arriveras pas à vendre et tu repousseras le truc. Pourquoi? Parce que ça fait extrêmement peur de ne plus savoir qui on est. Donc tu vas remettre à demain la vente, tu vas te saboter, voilà. Donc il faut être très clair avant sur qui je suis sans ma boîte et une vision de ce qui m'attend après, même si ça va évoluer, quoi. Après, dans ton cas, au final, tu as vendu quelqu'un un peu qu'on connaissait, qui faisait partie de ton réseau, un peu un partenaire. C'était la bonne personne. Justement, est-ce qu'on peut parler de ce sujet de, ok, je mets en vente ma boîte. Comment tu as un peu analysé quelles sont, tu vois, bon, après, c'est moi aussi qui. Chacun a sa vision de quelles sont les forces et les faiblesses et la valeur d'une boîte, mais est-ce que tu as l'impression que tu as trouvé, on va dire, la bonne personne pour acheter, et du coup, tu as eu cette confiance, tu te dis, ok, c'est bon, et pour lui, qu'est-ce qui a fait qu'il a acheté? C'était quoi qu'il voyait dans la boîte? Parce que nous, moi, on me demande souvent combien vaut une boîte. Ben, il y a les chiffres, il y a pas mal de critères aussi, mais il y a aussi qui achète, combien ça vaut dans les mains de cette personne, parce que qu'est-ce qu'il va en faire en fait? C'est ça. Ouais, de toute façon, la valeur, c'est la valeur perçue. C'est pas la valeur, il n'y a pas de valeur absolue d'une boîte. Tu as beau avoir des formules. Si tu dis ta boîte, elle vaut 10 millions, mais que personne ne veut l'acheter, ta boîte, elle vaut zéro. Donc, ou elle vaut ce qu'elle te ramène en salaire, et voilà.
Donc ça c'est clair, c'est un vaste sujet. Eux, c'était quoi qui leur plaisait? Qu'est-ce qui a fait qu'eux et qu'est-ce qu'ils vont en faire finalement? Ouais, donc Itro, hein, ils sont en pleine expansion, notamment aux États-Unis. Nous, on est très bien implanté aux États-Unis. Tu peux On- présenter ce qu'ils font, juste pour Ouais, rappeler ce que c'est quoi? Itro, c'est des CMO part-time. Donc, si tu as besoin d'un CMO que juste sur 3 mois, 6 mois, ce qui est souvent le cas, pour mettre en place une stratégie, pour sur un pivot, après une levée de fonds, etc., t'as pas forcément besoin d'un full-time. Tu peux pas forcément non plus t'offrir un full-time qui coûterait senior, hein, j'entends, qui coûterait 150, 200, 250K. Donc, tu peux faire une mission avec eux. Donc, tu as ce niveau de seniorité, mais avec je sais pas, 2, 4, 6, 8 jours par mois sur 3, 4 mois. Et voilà, ça te permet d'avoir accès à cette seniorité sans exploser ta levée. Et puis souvent, il n'y a pas besoin forcément d'un full-time parce qu'il y a une stratégie à mettre en place. Ensuite, il y a un temps d'exécution on peut contrôler régulièrement ce qui est fait, mais pas forcément besoin de quelqu'un à full-time, quoi. C'est ce Euh, qu'ils font et qu'est-ce qui fait du coup, qu'est-ce qui les intéressait avec Flying Saucer? ouais, donc notre ADN américaine et nos équipes, nos clients américains, on a un énorme portfolio sur la côte Est et le Canada, plein d'équipes là-bas, donc ça leur permet d'accélérer cette internalisation, Ouais, un truc comme ça. expansion, chose comme ça. Ouais, ça explose quoi. À l'idée, quoi. Ok, trop bien. Et comment ça va se passer? Tu dois les accompagner un petit peu ou, Ouais, il y a un over, mais alors déjà on travaille ensemble depuis 4 ans, donc voilà, on se connaît très bien, partenaire de confiance. Ça simplifie beaucoup la démarche, surtout que techniquement, légalement, c'est assez compliqué avec une boîte aux US et une boîte en France. Les avocats ils sont perdus. Donc le but c'est voilà, on a pu simplifier pas mal les choses le plus possible. Et je les accompagne sur la transition, que ça se passe bien avec les clients, que on les lâche pas du jour au lendemain. Et puis, comme tu l'as dit, on a des process très spécifiques, bien définis. Je pense que c'est aussi une partie de ce qui intéresse Itro. Ils vont monter en compétences, en niveau sur ces process-là, ces méthodos. Donc, on s'assure aussi que ces transferts de connaissances soient faits correctement. Ouais. donc là, ça y est, tu te lèves le matin, t'as presque plus de taf ou En fait, c'est vraiment une très bonne question parce que avec ma femme hier, j'ai mon agenda qui est beaucoup plus rempli en ce moment que avant, si tu veux. Déjà, il y a la transition, puis en fait, il y a une nouvelles activités pour lesquelles je suis hyper enthousiaste et donc ça remplit l'agenda. Je me suis mis c'est un temps aussi d'exploration pour moi. Je donne des cours dans 2 masters à Lyon et à Annecy. Je rencontre plein de gens, je discute avec plein de gens. J'essaie de me rouvrir, si tu veux, aussi au monde et voir les chemins que j'ai envie de prendre. Avant de foncer tête baissée aussi dans une direction, je prends le temps. C'est ça le grand luxe aussi Hmm. de cette situation, c'est de pouvoir prendre le temps pour une fois. Après, tu vois, 9 ans à fond, prendre le temps d'explorer des chemins, voir ce qui me convient, ce qui me convient pas. Et parce que je sais que je vais repartir ensuite dans un cycle important. Donc, tu vois, et je veux que la cible, j'aime bien cette image de si tu fais du tir à l'arc, tu veux être sûr que la cible est parfaitement nette, ton objectif est parfaitement net. Sinon, c'est très dur de viser le centre, quoi. Donc là, je prends le temps de rendre tous les contours bien nets, d'être sûr de là où je veux aller. Et puis après, on va y aller à fond. Donc là, t'es en phase d'exploration. Ouais, phase d'exploration, je commence déjà à avoir des pistes assez précises, mais je continue, je prends vraiment le temps. Et puis j'ai un bébé qui arrive, un deuxième enfant qui arrive dans un mois. Donc tu vois, c'est que en 2025 que je vais mettre un peu plus d'énergie là-dedans. C'est aussi un Donc, changement de vie, hein. Vendre la boîte, tu vois, je parle souvent de la deuxième montagne. La première ouais. montagne, c'est la réussite un peu extérieure, de prouver à toi-même et au monde que ça y est, you made it, tu vois, t'as réussi, tu vaux quelque chose, etc. C'est bien. Puis la deuxième montagne, tu te rends compte qu'au sommet de la première montagne, bah, c'est bien, mais c'est un peu décevant finalement. Tout n'est pas parfait, t'es pas si heureux ou content que ça. Et donc il y a l'ascension de la deuxième montagne qui est un peu plus presque spirituelle et familiale et vraiment aller sur le chemin de la vie que tu as envie de vivre et de la personne que tu as envie d'incarner, quoi. Et justement, il ressemble à quoi ce demain, ce Adrien de la deuxième montagne? C'est quoi je sais que c'est pas encore clair, mais justement, c'est quoi la partie qui est claire, les choses que tu explores et qu'est-ce que Bah, il y a qu'est-ce que 3 tu cherches? territoires que je suis Ok? toujours en train
explorer, mais il y a trois territoires. Euh, la première, c'est les conférences. J'adore donner des conférences. J'ai plein d'histoires, donc j'ai beaucoup voyagé, je voyage pas mal, je fais beaucoup d'alpinisme avec des sommets, des 6000, des 7000, et puis de parapente. L'année dernière, j'ai fait un vol de 240 km en parapente, en un vol à travers les Alpes. Et donc, parler de ça et en même temps parler de leadership, parler de capacité de rebond, parler d'optimisme. Pour moi, l'optimisme, c'est un énorme levier de performance. On parlait du Covid. En fait, la capacité d'être optimiste et de voir comment tu vas rebondir, ce que tu vas mettre en place pour apprendre à aller plus loin dans n'importe quelle situation, c'est un énorme levier de performance en équipe ou en tant que leader. Et donc voilà, des conférences là-dessus. Donc là, j'ai fini la rédaction de ma première conférence et j'ai quelques dates bookées sur la fin de l'année. Donc Donc ça, là, on c'est est un sur le premier. partage. Ça fait partie de tes Exactement. trois, quatre valeurs. Partage. Ouais, partage et puis la scène qui m'attire énormément. C'est vraiment, tu vois, c'est Là, c'est aventure, sortir de ta zone de confort. complètement. Deuxième territoire, c'est la formation. Donc, je suis en train de créer des formations hybrides avec du contenu en ligne, du coaching de groupe et du coaching individuel et des sorties en montagne parce que je suis guide de moyenne montagne également. Ça faisait partie des side projects à l'époque, plein Covid. Et donc, si tu veux, permettre aux dirigeants, aux entrepreneurs de se déconnecter en allant en nature, dormir à la belle étoile, dormir en refuge. Je suis au milieu des Alpes. Et une fois qu'on a fait cette déconnexion, qu'on est droit dans ses bottes, on revient à l'essentiel. Ok, qu'est-ce que tu as envie de vivre grâce à ta boîte? Pas plutôt quelle est la contrainte de ta boîte, pourquoi tu es obligé de faire ça, mais plutôt comment tu utilises cette boîte pour vivre la vie que tu as envie de vivre. Et ensuite de faire les modifications nécessaires pour être dans cet élan-là. Donc ça, c'est la formation. Donc revenir, pardon, mais du coup, sur le fait que beaucoup d'entrepreneurs commencent en se disant, je veux être libre, c'est pour ça que je deviens entrepreneur. Et après, au final, tu l'oublies un peu vite. Et toi, c'est remettre le fait que la boîte est au service de toi et pas l'inverse. Exactement. Et ça, on se fait tous prendre au piège. On crée avec de la passion, avec une vision, on est à fond. Et puis finalement, les contraintes se mettent en place, on les accepte et on commence à générer de la peur. On parlait de la peur de manquer, peur de lâcher. Finalement, au début, tu n'as rien à perdre et tu y vas à fond. Et petit à petit, en fait, tu as des choses à perdre. Là, si on perd ce client, si on perd cette personne, etc. Et donc, tu gères ta boîte différemment et tu t'enfermes dans cette cage dorée. Ou Donc, à l'inverse, au début, tu es libre, puis le succès venant, tu te donnes plus de projets, et en fait, tu te rends pas compte que c'est peut-être même ton ego qui te fait vouloir plus. Et littéralement, le succès peut être aussi le piège qui fait que du coup, tu bosses vraiment, t'es prisonnier de ta boîte, dans l'autre sens aussi. c'est ça. Ben, tout dépend ce que tu appelles le succès. Et là, il y a un travail personnel à faire de c'est quoi le succès. Est-ce que c'est un chiffre d'affaires? Pourquoi pas, mais au service de quoi? Est-ce que c'est un nombre, une taille de boîte? Est-ce que c'est la qualité des projets qu'on rend? Est-ce que c'est moi, mon épanouissement dans la boîte ou l'épanouissement de mon équipe? Est-ce que c'est notre capacité à innover et chercher des nouveaux projets? Il y a plein de définitions du succès, mais c'est sûr qu'il faut y réfléchir et pas juste courir, faire une course au CA ou à la marge. Sinon, bah, burn-out, quoi. Et c'est ça que je voulais dire, justement, on tombe. Donc le succès, quand, je veux dire, quand la boîte est successful, sous-entendu, quand ça marche et quand ça grossit, des fois tu peux tomber dans ce piège de la croissance, parce que bah, si ça marche à 10, je veux 20, je veux 30, je veux 100, versus prendre le temps de dire, mais attends, pourquoi j'ai fait ça à la base? Ok. Donc ça, c'était formation, donc pilier 1, pilier 2. Donc là, on est encore dans l'apprentissage, parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner aux autres. Donc là, t'es dedans. Exactement. Et juste pour rebondir sur ton point, tu parlais de pourquoi. Il y a un exercice qui est hyper bien pour ça, c'est les 5 pourquoi. Donc, tu te dis, OK, on met cet objectif, on va aller chercher le million de CA cette année, et tu poses 5 fois la question pourquoi. Pour aller au cœur de l'envie ou de ce qui t'anime. Et tu vas voir que souvent, bah, il y a une envie à la base, vraiment au cœur de tout ça, et tu peux assouvir cette envie autrement qu'aller dans une course sur un objectif hyper grand où tu vas te crever pendant des mois et des mois. Donc voilà, ça c'est une technique qui marche très bien, les 5 pourquoi. Ok. Et donc, troisième axe de recherche, peut-être du nouveau Adrien. L'accompagnement individuel. Tu vois, là, j'accompagne déjà une quinzaine de dirigeants de différentes tailles et c'est hyper gratifiant, j'adore ça. Ça me permet aussi, moi, il y a un genre d'effet miroir de continuer d'explorer, d'apprendre et je vois les résultats en quelques semaines, quelques mois.
tu te rends vraiment compte que le facteur limitant de n'importe quelle boîte, c'est pas le CRM, c'est pas vos sales, c'est pas les scripts, c'est pas les clients, c'est pas le contexte économique, c'est pas votre site internet, c'est le dirigeant et c'est son propre plafond de verre et les œillères qu'il peut avoir. Et du coup, quand tu fais sauter ces œillères, ou une partie de ces œillères, les résultats sont immédiats. Parce qu'en fait, les micro-comportements du dirigeant vont changer et ça va avoir un effet boule de neige, mais en quelques jours et quelques semaines. Parce que tu vas arrêter de te saboter, tu vas enlever les bâtons que tu t'es mis toi-même dans tes roues et le vélo va se mettre en marche. Et d'un coup, tu vois, c'est vraiment le feeling de oh, c'est fou, tu vois, l'univers me récompense. Non, non, c'est toi qui te récompense tout seul. Tu t'es enlevé tes bâtons de tes propres roues et ben forcément le vélo il roule quoi. Ça c'est la situation normale. Et du coup, ouais, j'imagine qu'en plus, les dirigeants, en moyenne, font pas vraiment ce genre de choses à parler à des personnes, et juste avoir quelqu'un qui est déjà passé par là, et avoir, comme tu dis, cet effet miroir, pouvoir juste externaliser, exprimer. Vu de l'extérieur, en fait, tu peux toi tout de suite mettre le doigt dessus. C'est comme quand tu regardes ta relation amoureuse, tu fais plein de conneries, alors quand tu regardes celle des autres, c'est facile à dire, mais attends, pourquoi tu fais ça? Exactement. Être entouré, c'est la clé. Et en France, notamment, on est vraiment à la ramasse là-dessus. Je sais pas si c'est un orgueil français ou quoi. Aux États-Unis, ils sont bien plus avancés. Je pense qu'il y a un truc avec le sport. Donc, t'as compris, moi, je fais un du sport. Euh, je, ce que je, ce que je vois, ce que je note, c'est qu'aux États-Unis, très naturellement ou en plus grande proportion, les dirigeants, les entrepreneurs se considèrent comme des sportifs, comme des athlètes. Et donc ça change complètement le mindset. Et d'ailleurs, on le voit, tous les basketteurs, etc., c'est des businessmen, tu vois. Donc les gens s'identifient plus à ça. Contrairement en France, si on parle pas trop d'argent, de business, c'est tabou. Donc on a séparé les choses dans des boîtes différentes. Sauf que ça change tout. J'adore le concept d'athlète entrepreneurial. Si tu es un athlète entrepreneurial, alors t'arrêtes de chercher le volume plutôt que la qualité. Tu vois, t'es pas à la course de tout plus. Tu cherches la qualité, comme un athlète qui cherche la qualité de l'entraînement, parce que l'athlète peut pas s'entraîner plus de 10 heures par jour. Tu vois, j'en sais rien. Il sait qu'il est Hmm. limité. Donc, s'il veut être meilleur que les autres, il doit aller chercher la qualité. Donc ça, c'est un point important. Deux, c'est s'entourer d'experts. Tu regardes les athlètes aux États-Unis et en France, ils ont un coach pour la bouffe, ils ont un coach pour la récup, ils ont un kiné, ils ont un coach pour le santé mentale, mindset, etc. Tu vois, ils vont pas s'occuper du tout de la maison, de la logistique. Ils vont être à 100% dans leur truc, dans leur zone de génie. Ils vont faire ça à fond. Tout le reste est délégué à des gens qui sont bien meilleurs qu'eux là-dessus. Tu vois. Et donc, ils peuvent maximiser la qualité de leur entraînement, de leur performance au quotidien. Ça change tout pour un leader, pour un chef d'entreprise. Tu vois, c'est évident que si tu arrives le matin, tu es bien reposé, tout le reste est géré et toi, tu te focalises là où tu es bon, mais ta boîte, elle va cartonner, c'est clair. Et là, l'analogie avec le chef d'entreprise, c'est du coup, c'est quoi? C'est vraiment trouver des personnes qui viennent Entre autres, t'aider ouais. là où t'es pas dans ta zone de génie. Entre autres, ouais, donc trouver les bonnes personnes et puis sur soi-même aussi comprendre ses propres facteurs limitants. Tu vois, si tu es basketteur et que tu te rends compte que T'es euh, petit. ouais, mais non, toi, ça devient une force. Je sais pas, t'as peur au contact ou tu vois. En fait, tu vas aller développer ça un maximum et tu vas essayer de travailler. Je sais pas, peut-être que tu vas faire un coup d'hypnose, peut-être que tu vas faire de la PNL pour arriver à faire sauter ça, pour être meilleur, parce que tu te rends compte que ton jeu forcément est affecté. On n'a pas cette démarche souvent les dirigeants, les entrepreneurs, en se disant, ben tiens, j'ai une peur du manque, j'ai beaucoup d'anxiété je dors pas très bien ou j'ai des tensions en famille, dans mon couple. Tout ça, ça affecte ta boîte et tes résultats, mais c'est évident. Donc, si tu veux améliorer tes résultats, travaille là-dessus. Arrête de penser au nouveau site internet, à un nouveau CRM ou machin. Travaille là-dessus. Et là, ça t'aura des résultats tout de suite. Et t'as des exemples avec soit des gens avec qui t'as bossé ou soit avec toi-même de ces choses bloquantes où quelqu'un avait l'impression que, voilà, justement, il cherchait un nouveau CRM, mais en fait, en prenant du recul, je sais pas, ça avait juste rien à voir et c'était un truc beaucoup plus deep.
Ouais, je peux pas trop citer mes clients, mais je peux parler de moi. Tu vois, j'avais toujours une tendance de ça, de Hail Mary, donc de dire ah ça va pas, je suis stressé. Et j'avais deux comportements un peu automatiques. Oh, on refait le site internet ou on revoit nos templates de proposal, tu vois, Ok, c'est marrant ça. tu vois, et de partir sur un gros projet comme ça en se disant ben, en faisant ça, en se mettant une mission. Tout ira bien. Ça, c'est vraiment la peur tu sais, du manque de contrôle, etc. Donc, tu te mets un gros objectif. Et je faisais ça, c'est toujours des parallèles avec la vie privée, parce que, en fait, ce que tu fais dans la vie privée, regarde les tensions que tu as dans la vie privée, tu as les mêmes au boulot. Parce qu'en fait, tu fais la même chose, c'est les mêmes comportements. Et donc, dans le sport, ben, par exemple, le mois où je me suis cassé, j'ai eu cet accident, il y avait des moins bons résultats sur janvier, et donc, je me suis dit, allez, ce mois-ci, je fais 10 000 mètres de D+, en trail. Et donc, j'ai atteint mon objectif. J'ai fait 10 4 D+. J'ai décollé en parapente du haut de la montagne et j'ai atterri sur mon accident. Donc, c'est assez symbolique aussi. Ah, Et tu vois, c'est le comportement je suis dans un stress, je me mets un gros objectif, mais qui est pas du tout en relation avec vraiment ce que je devrais faire pour ma boîte à ce moment-là. Et donc, je perds du temps, je perds de l'énergie. Je suis pas dans les bons comportements pour créer de la performance, quoi. ok, mais bon, si t'avais eu un coach, quelqu'un qui t'accompagnait, peut-être qu'il t'aurait évité ça. Il l'aurait Ouais, détecté. j'ai très peu, je regarde pas trop dans le rétro, vraiment, j'essaie d'être toujours vers l'avant, mais s'il y a un truc que je changerais euh, sur cette aventure-là, sur ce cycle-là, c'est ça, c'est l'accompagnement. Et il existe plein de trucs en France, hein. C'est pas pour prêcher ma propre paroisse, il y a plein de choses, il y a des clubs d'entrepreneurs, il y a des coachs, il y a des mentors, il y a des masterminds, donc il y a plein de choses et c'est essentiel. Mettez le budget là, arrêtez de chercher les meilleurs outils, les meilleurs machins, investissez là-dessus, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est clair. Ok, moi j'allais te poser une question sur est-ce que toi t'as déjà été quelqu'un de stressé? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel t'as bossé? Est-ce que t'as des conseils? Moi je connais beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans le monde des agences, les chefs d'entreprise. T'as la responsabilité de payer tes équipes. Tu vois, enfin, c'est un peu tes enfants, entre guillemets. Il faut que les chiffres y rentrent. Est-ce que c'est quelque chose où toi t'as plutôt bien géré ça? Ou est-ce que t'as de l'expérience là-dessus? Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas. Ce qui est sûr et certain, c'est que les solutions, elles sont jamais extérieures. J'ai été dans des situations où j'ai gagné des dizaines de milliers d'euros par mois. J'ai été dans des situations où j'en ai perdu des dizaines de milliers d'euros par mois. Ça changeait rien sur mon niveau d'insécurité. Ce qui change dans mon niveau d'insécurité, c'était le travail perso que j'ai fait pour me sentir en sécurité à l'intérieur de moi-même. Et aujourd'hui, j'ai développé des stratégies. De temps en temps, ça remonte. Je me Hmm. sens, tiens, pourquoi je suis un peu tendu? Moi, personnellement, j'adore être en montagne. Quand je sens ce niveau d'insécurité monter, je pars dormir une nuit en refuge. En fait, je me sens tellement bien en montagne en refuge avec rien, avec un sac à dos, 10 balles, un sandwich, que si tu veux, ça regonfle ma sécurité. Parce que si avec rien, je me sens hyper bien, quand je redescends et que je dois gérer ma boîte, etc., en fait, tout ça, c'est bonus, c'est du jeu. C'est aussi une grosse partie de tout ça, c'est revenir dans un état d'esprit de novice et de joueur. Et de se rendre compte que ta boîte, ton projet, ok, c'est très cool, te prends pas non plus trop au sérieux. Tout ça, c'est qu'un jeu. Si ça marche pas, tu feras autre chose et tu vivras de nouvelles expériences et c'est très bien aussi, quoi. C'est hyper contre-intuitif, en effet, parce que moi je me disais, si t'es à moins X milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros par mois, évidemment la solution c'est de remonter à plus X. Et toi ce que tu dis c'est ça. Moi, j'ai été dans cette situation où, et en fait, quand tu remontes, toi, tu dis non, mais Théo, laisse tomber, en fait. Tu seras aussi stressé parce que, bon, bien sûr, ça va peut-être aller mieux financièrement, mais c'est pas ça qui compte. Donc, ce que tu dis, il faut trouver quelque chose en toi ou quelque chose qui te fait te sentir bien, où tu peux te retrouver dans ce lieu, cet endroit ou cette pratique. Je sais pas, il y en a qui font la méditation, etc. Et tu trouves cette chose et ça peut aller, ça t'aide à aller mieux, que tu sois que tu aies beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, que tu sois très stressé, pas beaucoup stressé, tu arrives à avoir quelque chose, facteur extérieur sur toi-même. Je veux dire, quand tu te retrouves, tu perds 10 000 balles un mois. Bon, tu as perdu 10 000 balles. Ok, tu es toujours vivant. En fait, c'est la projection de ce qui pourrait arriver qui t'inquiète, tu vois. Mais le fait Mhm. que tu sois stressé ne t'aide pas à faire des choix et à te comporter d'une meilleure manière. Donc, à quoi il sert ce stress?
Purée, c'est OK, j'ai perdu 10 000 euros, je me mets en action, qu'est-ce que j'ai appris? En quoi cette expérience peut me servir? Comment je convertis l'essai? Bon, ben voilà, j'ai appris ça, 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 ça me donne telles informations et ça me met en action, ça me génère de l'énergie pour me mettre en action. Ok, très bien. En quoi la peur, le stress, si tu veux, le stress, ça vient d'où? Ça vient de l'époque où on se faisait courser par des lions et des mammouths. Et là, tu avais vraiment intérêt à te lever très vite et à courir très vite. C'était ça le stress. Et ça n'existe plus. De temps en temps, tu as un accident, machin, tu as du stress. Mais ton compte descend, un chiffre change sur ton écran, tu le vois même pas. C'est digital, tu vois? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu es dans une situation stressante parce que, je sais pas, le business va pas ou quoi que ce soit, le réflexe, c'est de travailler plus et d'oublier toutes les choses que tu sais sur toi qui font que tu peux aller bien. Sous-entendu, oublier que tu peux faire une pause et aller en montagne. Et donc, en fait, c'est peut-être un cercle vicieux. Et donc, ça, non, c'est hyper intéressant comme conseil. Ou pas oublier que quand tout va bien, ça va peut-être aller bien, donc tu vas arrêter de bosser à 17h et tu vas aller faire, je sais pas quoi. Dans tous les cas, si ça va mal, il faut se mettre en action. Mais ce que tu dis, c'est n'oubliez pas de faire les mêmes choses que quand ça va bien aussi, c'est pour que ça redevienne bien. C'est essentiel. Pourquoi? Je crois, la troisième loi de Newton. Il y a de l'inertie dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que le cerveau reste dans les mêmes comportements. Il est plus à l'aise. Tu sais, quand tu vas à un spectacle, il y a une pause au milieu, tu viens, tu te rassois à la même chaise sans y penser. C'est automatique. Donc, quand tu vas mal, tu es dans une spirale négative et tu vas rajouter des comportements négatifs. Par exemple, je me sens pas bien, j'ai passé une sale journée, je vais boire une bière, deux bières. Le lendemain, du coup, je suis encore plus fatigué, et je suis un peu tendu. Je vais Mm. monter avec mes employés ou avec ma femme. Et finalement, tu vois, tu rentres dans ce cycle et ça crée des résultats négatifs. Ces résultats négatifs créent des pensées négatives. Ces pensées négatives créent des émotions, un état interne négatif. Et c'est une spirale descendante. Donc Donc, tout le comment tu travail, casses? tu dois casser ça. C'est tout le travail d'un coach et d'avoir des méthodes pour casser ça et revenir dans une spirale positive. Et donc se dire, bah oui, c'est contre-intuitif. J'ai passé une journée difficile. Je mange bien, je me couche tôt, je vais faire un peu de sport et demain, on recommence à zéro. Et aussi il y a ce qu'on appelle ça les questions puissantes, des questions pour recadrer la situation. En quoi cette journée me sert? En quoi cette journée m'aide à vivre ce que j'ai envie de vivre demain, ce que j'ai envie de construire? Et donc, comme du coup tu changes ta vision de la situation vers une vision positive, ben, tu rebascules sur cette spirale positive. Cool, c'était finalement une journée où j'ai appris des choses. Et donc tu repars dans un cercle positif. Ok, hyper intéressant. Clairement, bon, ça se voit que tu es bon là-dessus. Je pense aussi que c'est pour ça que tu veux accompagner les gens, dans le sens où je pense que ouais, c'est naturel pour toi, t'aimes bien ça. J'essaie de te poser ces questions parce que je me dis, tout seul, j'aurais pas forcément ces beaux réflexes. Et en effet, voilà, je suis d'accord avec toi. Aller vous faire entourer. Moi, ma manière à moi, c'est juste de me forcer à lire des livres et écrire mon journal. C'est pas mal, mais c'est vrai que si tu as quelqu'un qui peut te dire à 18h, tu coupes le travail et on fait 30 minutes ensemble et je vais te poser et je sais ce qu'il faut. Non, c'est hyper intéressant. C'est Euh, prendre un coach comme un rôle sportif. Hein. Je te disais, moi, je viens du sport. Quand tout va bien, c'est facile de s'entraîner, d'aller courir, etc. Mais tu sais, c'est le matin où ça tire un peu, c'est le jour où il pleut, c'est le jour où tu as une mauvaise nouvelle. C'est là que tu as besoin d'un support, un peu une béquille pour quelqu'un pour t'aider. Et aussi mettre en place des bonnes habitudes, ce dont tu parles. L'écriture, c'est génial. Et c'est de la distanciation, c'est-à-dire que tu vas mettre ses pensées sur le papier, tu vas les relire et tu vas te dire, mais attends, en fait, c'est pas si mal, ou attends, il y a des choses intéressantes là-dessus, tu vas pouvoir prendre de la distance, donc rien qu'en les mettant plus loin que toi, ben, elles vont diminuer, ces problématiques vont diminuer, et donc ça fait de la place pour des pensées plus positives. C'est bon, j'ai écrit mes trucs, ok, maintenant, maintenant, tu évacues. exactement, tu évacues, donc c'est hyper sain comme habitude. Ouais. Perso, un autre avantage que je vois dans l'écriture, c'est vraiment, par exemple, faire le bilan de la semaine, prendre le temps et itérer en fait. Si tu cours, tu cours, tu cours, t'as pas un moment où tu t'arrêtes à dire tiens, est-ce que ça c'était bien, est-ce que ça c'était pas bien, tu fais jamais ton bilan. Donc, en fait, les gens qui disent non, mais j'ai pas une heure, ne serait-ce qu'aller une heure par semaine, mais disons par exemple 30 minutes par jour pour écrire et repenser à ma journée, en fait, tu vas aller moins vite parce que t'as pas les itérations. Tu fais juste que courir et tu vas faire les mêmes conneries le lendemain. Exactement. Et c'est pour ça que
Je te disais à un moment, l'agence, c'était une journée par semaine. Mais Waouh, ça veut dire que j'y pensais pas le reste de la semaine. Mais le reste de la semaine, j'étais dans tu sais, aux États-Unis, on parle de work on the business versus in the business. Donc le reste du temps, je pensais, attends, comment on peut faire mieux? Comment on peut travailler plus efficacement? Et du coup, la journée ensuite d'email, d'ajustement, c'était que ça, quelques rendez-vous, machin. Et le reste du temps, j'améliorais, j'optimisais la la machine. machine, ouais. Ouais, c'est vraiment l'objectif de n'importe quel, à mes yeux, entrepreneur. En tout cas, moi, c'est vraiment mon objectif et c'est passionnant. Après, c'est une étape. En effet, tu t'es bougé pour en arriver là et après, tu as pris du recul. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de sujets. On est allé loin aujourd'hui. Je pensais pas qu'on On irait a, là. Je on pense que pourrait tu vas parler de ça pendant. envoie-moi tes offres après, peut-être commander quelques séances avec toi. Non, c'est hyper intéressant et passionnant de parler avec toi. Franchement, merci. Ben, merci à toi pour le temps. On en reparle quand tu veux. Enfin voilà, moi c'est le kiff total. Et puis si je peux aider aussi, tu vois, ce qui me touche vraiment, c'est les dirigeants. Je me suis entouré dans ma famille, dans mes amis, de beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants. Et c'est pas facile. En fait, il faut bien se rendre compte que tu as des suicides, tu as des burn-out, tu as des situations très compliquées, des divorces, t'as des gens à 35, 40, 45 ans qui se disent mais qu'est-ce que j'ai foutu de la vie? J'en ai beaucoup autour de moi. Je suis passé par ces étapes-là aussi de grosses remises en question et difficiles. Et c'est dommage quoi, quand tu travailles aussi dur pour créer des choses, créer des produits, changer, avoir un impact. Il faut absolument qu'au bout d'un moment, tu puisses profiter et prendre du Ouais, plaisir au c'est vrai. quotidien. Surtout que souvent, tu tombes dans cette routine de dire, non mais là c'est juste la phase de création, mais c'est juste ça, c'est juste 2 mois, 3 mois, et en effet tu peut-être t'oublies de profiter. Et en parlant d'accompagnement et de dirigeants, clairement, c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois. Moi je trouve que tu étais vraiment un exemple en termes d'organisation de la boîte. Donc en plus, comme tu dis, ça fait quelques années que tu as été capable de te dégager du temps et de travailler sur le business et pas dans le business. Tu as vécu aussi bah, une vente. Franchement, de ton bébé, une agence, c'est des humains, c'est des gens avec qui tu as bossé des années, donc ça fait peut-être un peu bizarre. Et ouais, on avait prévu, clairement. Tu dis, il faut vraiment qu'on bosse avec d'autres personnes qu'on a, qui vendent leurs agences, parce que tu pourras les aider à les préparer. Et je pense que ça va vraiment être utile. Donc, c'est super d'avoir pu se re-rencontrer comme ça et pouvoir aider pas mal de monde. Yes. Merci beaucoup Théo. Merci Adrien, c'était une super heure avec toi. Ciao. Bye Bonne bye. soirée. Ciao, ciao.